Hans Hartung est un des plus grands artistes du XXe siècle. C'est quelqu'un qui, par sa vie, en a traversé la quasi-totalité. Il est né en 1904 à Leipzig, en Allemagne de l'Est, et il est mort à Antibes en 1989, où nous nous trouvons. Et ce parcours très vaste, au fond, l'a fait rencontrer, croiser aussi bien les avant-gardes historiques. Il commence à produire ses premières œuvres significatives autour de 1922 et produit jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ses derniers jours, à l'atelier dans lequel je me trouve aujourd'hui, qui fut sa résidence de 73 à 89, et aussi finalement l'endroit qui recueillit ses dernières réalisations. Cet artiste, au fond, a conçu ses ateliers lui-même la plupart du temps, et cet immense atelier d'Antibes ne fait absolument pas exception. Il consiste en une sorte de théâtre pour les ombres, pour la lumière, pour l'atmosphère. Ce contraste entre cet environnement à l'épure monacale, pourrait-on dire, et une forme de débordement gestuel, d'animation que l'on trouve dans ces tableaux, ce contraste est tout à fait essentiel pour comprendre l'œuvre de cet artiste. Cette exposition à New York, dont le commissariat m'a été confié par la galerie Perrotin, vise à rassembler un grand nombre d'œuvres. J'ai souhaité lui donner un caractère réellement rétrospectif, en partant d'œuvres de ses tout débuts, dès 1922, et évidemment en montrant ses réalisations ultimes en 1989. Dans ce spectre assez vaste de réalisations, de près de 70 ans, nous avons des œuvres qui reflètent les préoccupations fondamentales de l'artiste. Son rapport à la peinture, c'est une exigence picturale absolue, de recherche, de renouvellement constant finalement de ce qui a fait son succès précédemment. Il faut aussi voir que c'est un artiste qui était fasciné par Rembrandt pour la rapidité de sa touche, pour l'expressivité des taches, et au fond ces clairs-obscurs, cette capacité à susciter une dramatique très puissante, mais c'est aussi un artiste qui va connaître un peu le même destin que Rembrandt, peut-être pas aussi dramatique. C'est quelqu'un qui, dans les années 60-70, est absolument au sommet de sa reconnaissance internationale, et qui, les 15-20 dernières années de sa vie, va connaître un relatif, non pas oubli, c'est quelqu'un qui est fondamental dans l'histoire de l'art du XXe siècle, mais dont la carrière ne connaîtra pas la même reconnaissance que des gens de sa génération, notamment les Américains, pour ne parler que d'eux. C'est quelqu'un dont il faut regarder aujourd'hui avec un œil nouveau, notamment à l'aune de ses échos contemporains, de ses résonances. En fond, on sait d'un artiste qu'il a été un précurseur, qu'après coup, c'est naturel. Et aujourd'hui, on voit bien, tous azimuts, les artistes qui vont, consciemment ou inconsciemment, reprendre, reconduire certaines des modalités mises en place par l'artiste. Et pas 10 ans ou 15 ans avant, mais 40, 50, 60 ans avant. Hartung est réellement un génie qu'il faut aujourd'hui redécouvrir, impérativement. C'est notamment cette façon de revoir le travail de Hartung qui m'a éclairé sur sa capacité à préfigurer toute une partie de la peinture contemporaine, des expérimentations, et qui me fait évidemment penser confirmer en tout cas qu'Hartung est un des grands expérimentateurs de ce siècle. Et cette série de tableaux, vraiment, les formats sont aussi considérable, peut tout à fait répondre comme ça dans un dialogue avec l'art contemporain. Notamment, que nous dit cette technique du rouleau, elle nous dit aussi que Hartung, finalement, privilégie une forme de mise à distance, étrangement. Lui qui est le parangon absolu de la peinture gestuelle, lui qui anticipe les pratiques de l'action painting américaine, qui anticipe dès les années 20-30, dès ses œuvres de jeunesse, les Pollock, les Rothko, les
de Kooning va finalement travailler à une sorte de mise à distance, de contrôle aussi de l'acte pictural. C'est quelqu'un, on le voit tout à fait dans ce tableau, qui ne croyait pas finalement à l'automatisme, à quelque chose qui surgirait comme ça du corps, mais qui finalement désirait soumettre cette impulsion, cette énergie, cet éclat de l'âme au contrôle finalement de la logique, de la technique, et pour au fond produire de l'émotion, bref, faire davantage qu'un cri. Alors ce qui est tout à fait troublant, c'est dans ce tableau notamment, c'est la concision des moyens employés, la rapidité d'exécution. On imagine aisément qu'elle a pris quelques secondes et pas plus, pas davantage, et c'est évidemment, tout cela nous dit quelque chose du raffinement extrême de la rapidité chez Hartung. Elle est le résultat d'un long processus de perfectionnement du trait, de la forme, de la technique, et le résultat que nous avons évidemment rejoint aussi dans sa fulgurance la calligraphie asiatique, qui l'a évidemment considérablement influencée. Or, ici, nous sommes dans quelque chose qui renvoie aussi à quasiment une forme de narration, de figuration. C'est une abstraction absolument radicale, rigoureuse. Les titres même sont une simple mention finalement de l'année et du numéro de série. Hartung refusait quasi systématiquement de donner des titres figuratifs à ses tableaux pour justement laisser l'imagination s'épanouir devant les œuvres. Il y a cette caractéristique de l'art de Hartung qui est tout à fait manifeste ici, d'une tension entre le contrôle et le chaos, entre l'ordre et finalement l'abandon. Un tableau comme celui-ci, réalisé en quelques secondes, de toute évidence, sans croquis préparatoire, sans report, comme on pouvait le voir dans son œuvre avant 1958, ce tableau comme ça, réalisé de façon extrêmement rapide, va créer une sorte de nuée, comme ça. Évidemment, on pense aux oiseaux d'Hitchcock, une sorte de nuée d'ailes noires qui s'agitent dans l'air, sur un fond lui-même orageux, avec un ciel qui se colore de violet très clair, d'un vert opalin. On n'est pas dans un monochrome extrêmement rigoureux qui tend comme ça à la planéité parfaite. On est dans un espace qui, d'une certaine manière, va se creuser, mais par vagues, par mouvement, par rotation, par effet comme ça de déplacement, à l'image finalement des traces lumineuses, de la persistance rétinienne. Vous savez, quand une traînée lumineuse finalement se produit à la surface de votre rétine, on a quelque chose dans là d'une trace de l'action réalisée par Hartung, plutôt qu'une action qui se joue sous nos yeux. Cet espace produit par Hartung renvoie au paysage, aux arbres. Il y a chez Hartung une obsession de la nature. On a même qualifié son travail de paysagisme abstrait à la fin des années 50. En tout cas, on l'a assimilé à un courant de ce type qui n'exclurait pas le paysage de l'abstraction. Au fond, le paysage sans personnage, sans éléments figuratifs, peut subsister sous forme d'une abstraction. On avait évidemment les mêmes commentaires envers son ami Mark Rothko, qui créait au fond des paysages abstraits. De toute façon, l'abstraction, rappelons-le, n'est qu'un processus finalement. On part de la nature vers l'art, mais au fond, on ne coupe jamais totalement la référence au sujet initial. Il y a aussi chez Hartung la question d'un drame qui se joue. Je parlais des oiseaux d'Hitchcock tout à l'heure. Il y a finalement dans cette nuée quelque chose d'inquiétant, sublime et inquiétant, hors échelle et en même temps profondément intime. Et un tableau comme celui-ci recoupe vraiment les obsessions aussi musicalistes de Hartung, qui passait son temps à peindre en musique, en écoutant Bach de préférence. Il y a quelque chose comme ça de très lyrique. On a même parlé évidemment d'abstraction lyrique dans les années 50 pour qualifier son travail. Il en serait le maître absolu. Et ce lyrisme, au fond,
est empreint comme ça de quelque chose du sublime, encore une fois, mais aussi de quelque chose de presque à la fois très concret, très terre à terre. On voit comment le tableau a été peint, il n'y a pas de motif transcendant, il n'y a pas de symbole comme ça qui va être glissé par l'artiste, il n'y a pas de narration écrasante avec le renvoi à tel épisode mythologique ou autre. On est finalement face à une peinture pure qui n'est que, pour reprendre la fameuse phrase de Maurice Denis, un ensemble de formes et de couleurs en un certain ordre assemblées. Et cette puissance du tableau est redoutable. Ce tableau de Hans Hartung est assez singulier et en même temps représentatif d'une période de sa carrière où il va générer ces nuages noirs sur des fonds colorés. C'est de la peinture au pistolet, hein, le fond comme le motif qui s'en dégage, si encore on peut parler de motif, cette nuée noire, cette masse noire, dont on ne sait si elle surgit du tableau ou si finalement elle est en train de se résorber, va créer de vrais problèmes finalement, même au sein de l'histoire de l'abstraction, dans la mesure où on n'est pas face à un motif central et unifié, structuré, on n'est pas non plus face à des formes relativement géométriques, comme on pouvait les trouver chez son ami Mark Rothko. Hartung a poussé cette question de l'indistinction entre le fond et la forme très loin. L'art de Hartung est souvent perçu pour ses capacités dynamiques. On pense à l'énergie nécessaire à la réalisation et on pense parfois moins à l'énergie qui s'en dégage. C'est-à-dire que le spectateur est confronté à quelque chose qui lui échappe. Et c'est cette tension comme ça entre notre volonté de capter l'événement, qu'est-ce qui se passe sous nos yeux, l'esprit humain a peur du vide profondément. Et qu'est-ce que fait Hartung, si ce n'est nous confronter à cette absence comme ça de délimitation entre le fond et la forme, à cette absence d'objet central et unifié. En tout cas, là, il y a une tache noire, mais comment dire, elle se dissout littéralement. Il nous renvoie aussi à toute une histoire de la peinture. Hein. On peut remonter très loin en allant jusqu'au sfumato de Léonard de Vinci, qui utilisait finalement une peinture presque pulvérulente, hein, dissoute comme ça de l'atmosphère pour plonger le lointain, par exemple à l'arrière de la Joconde, dans une sorte de nuée finalement indistincte, parce qu'au fond, ce qui compte pour Hartung, c'est une histoire de peinture avant tout, c'est pas une histoire de représentation. Un tableau comme celui-ci va aussi renvoyer à des pratiques contemporaines finalement qui ne sont pas forcément liées à la peinture, mais aussi à l'art de l'installation, à l'art de l'environnement. Un tableau comme celui-ci, celui d'Hartung, finalement va nous convier à s'immerger en lui, en se projetant mentalement, non pas à sa surface, mais dans son épaisseur finalement. Parce que ce noir qui est au centre va absorber le regard et d'une certaine manière offrir un espace presque matriciel. Et ceci dès 1967. On est vraiment dans une période où Hartung réalise quelques-uns de ses grands chefs-d'œuvre au fond de la période. Il est intéressant aussi ce tableau parce que pour le coup, il n'y a plus ces griffes significatives qui permettent finalement de reconnaître sa touche. Ici, il refuse finalement de griffer le tableau comme il fait régulièrement pour produire un espace sans repère, au fond un espace en dissolution, en explosion, en tout cas un espace profondément événementiel, au sens phénoménologique du terme. Il est essentiel de présenter le travail de Hans Hartung dans un environnement contemporain et non plus seulement historique. On a d'une certaine manière assez vu Hartung aux côtés de Pollock, de Rothko, et il est essentiel de voir à quel point son travail a pu façonner la sensibilité de plusieurs générations. Sa carrière couvre presque la totalité du siècle dernier et c'est les influences qu'il a pu exercer en Europe ou outre-Atlantique sont légion. Et cette galerie fantastique d'Emmanuel Perrotin, c'est la plateforme idéale pour cette exposition. L'idée de présenter un parcours rétrospectif permet peut-être de corriger un jugement comme ça qui a été fait dans les années 70, notamment lors d'une exposition au Metropolitan Museum
à New York, où uniquement des œuvres très récentes de l'artiste, c'est-à-dire réalisées entre 73 et 75, avaient été montrées. Une telle approche était tout à fait comment dire, compréhensible. L'artiste voulait montrer ses œuvres les plus récentes, mais il voulait aussi montrer la fraîcheur de son travail. La sélection était d'ailleurs assez juste. En faisant appel au fonds conséquent d'œuvres conservées par la Fondation Hartung, Bergman, j'ai pu constituer un ensemble qui, à mon sens, devrait permettre de cerner quelques-uns des aspects les plus importants de l'œuvre, mais aussi quelques-unes des intuitions les plus comment dire, séminales de l'œuvre de Hartung. Ce qu'il faut pour un artiste historique comme Hans Hartung, c'est impérativement prouver dans les faits, c'est-à-dire par le biais des expositions, sa capacité à émerveiller à nouveau. Rien de pire pour un artiste, au fond, que de disparaître avec ses contemporains, avec ses amateurs, avec ses historiens, ses critiques, son public, ses galeristes. Et cette nécessité, au fond, de faire voir le travail est impérative. En représentant l'estate de Hans Hartung par le biais de la fondation, sa succession, Emmanuel Perrotin pose, à mon sens, une nouvelle pierre de cet édifice consacré à des artistes évidemment classiques pour tous les spécialistes. Je pense à Soulages, Soto, Heinz Mack. Une galerie est au fond une plateforme, et il faut au fond les plateformes les plus efficaces pour donner à voir le travail de la façon la plus articulée, la plus ambitieuse aussi. Hans Hartung était un artiste extrêmement entier, et j'ai l'impression que la façon dont il est traité aujourd'hui, avec éminemment de respect et d'énergie, lui aurait convenu, me semble-t-il. Hans Hartung est absolument contemporain. Il est à la fois contemporain et en même temps il anticipe nombre des principaux courants de l'art d'après-guerre, par exemple, pour ne nommer que l'expressionnisme abstrait, l'abstraction lyrique, l'art informel, le tachisme, mais il explore aussi finalement des pistes que suivront de nombreuses générations par la suite. Pensons aux tableaux à rouleau de Wade Guyton, des tableaux Epson, les brouillards finalement que l'on verra se déployer aussi bien dans l'œuvre de son contemporain Mark Rothko que chez des artistes comme Anne-Veronica Janssens, Olafur Eliasson. Repensons à l'importance aussi de tableaux très graphiques finalement de Hans Hartung qui vont influencer des gens comme Christopher Wool par exemple, pour ne citer que lui. Les fonds paysagers et abstraits de Ed Ruscha ont évidemment grandement à voir avec les fonds colorés atmosphériques de Hans Hartung, et j'en passe. Car Hartung a de fait préfiguré de nombreuses tendances, et c'est avant tout l'examen du contexte de leur production qui est surprenant. Hartung était à la fois extrêmement reconnu et en même temps mal compris. On a au fond vu son travail que sous l'angle de quelque chose de lyrique, d'un automatisme débordant, alors que l'homme était beaucoup plus réfléchi que ça, beaucoup plus soucieux du contrôle que l'on doit exercer au fond pour que l'énergie puisse se déployer. C'est l'objectif essentiel de cette exposition.